Bonjour à toutes et tous. Je vais très modestement parler pendant 2 minutes et me présenter. Donc Stéphane Dour, directeur du développement et des partenaires chez BPI France et pilote de la French Fab. J'ai le plaisir et l'honneur d'être avec 2 entrepreneurs, moi, qui m'impressionnent au quotidien. Sylvie Guinard, donc, de Timonier, et Alexandre Lacour de Sommet Flux, mais aussi accompagné d'Émilie Drouin. Alors, on a petit déjeuner ensemble, des industriels. Elle vous expliquera un peu plus ce qu'elle fait. Pourquoi la French Fab? Pourquoi chez BPI France? C'est l'une des premières communautés qu'on a structurées chez BPI France et c'est une communauté qui est transverse à toutes nos directions, l'innovation, l'accompagnement, le financement depuis 1 an et bien entendu la communication. Pourquoi on a souhaité structurer cette communauté? Il nous a semblé que pour le devenir économique de la France, il nous fallait être, nous, chez BPI France, les premiers promoteurs de l'industrie et de la réindustrialisation. Et pour ce faire, la French Fab, c'est un mouvement d'abord. Donc, ce coq n'est ni un emblème, ni, je dirais, un label. C'est un étendard que chacun d'entre vous peut hisser et dire qu'on est fier de l'industrie et qu'on va tout mettre en œuvre pour que l'industrie revienne en France. C'est aussi, la French Fab, un réseau que nous essayons de structurer partout en France. Un réseau d'industriels qui travaillent ensemble, comme le font déjà les Allemands. Donc, on va créer des Mittelstand comme ça, régionaux, partout en France. Et notre désir avec les équipes que vous allez rencontrer tout au long de la journée, c'est véritablement qu'entre industriels, dans vos territoires, mais aussi au-delà de vos territoires, vous appreniez à travailler ensemble. Et nous, chez BPI France, nos directions régionales seront toujours là pour vous accompagner dans vos projets. La French Fab, pour que ce soit aussi très concret, c'est un plan. Et on a là, par exemple, Philippine Lucille, qui fait partie de notre cellule industrie, qui, au financement, aujourd'hui, avec toutes les équipes de nos 23 ou 24 directions régionales, dans nos 50 implantations, opère 35 milliards d'euros qui sont destinés à vous accompagner au quotidien. Donc voilà ce qu'on fait à la French Fab. Donc c'est très concret. D'abord, c'est une fierté. Et ensuite, c'est des moyens qu'on vous met à disposition avec toutes les équipes de BPI France. Et aujourd'hui, on a 2 exemples de ce qu'on appelle chez nous des ambassadeurs. Donc le matin, on met un tapis bleu et non pas un tapis rouge pour les accueillir. Et qui vont nous parler de leur vérité, de ce qu'ils vivent. Nous, chez BPI France, on accepte que les choses aillent mal. On les regarde, on sait que les choses vont mal, mais on assume aussi de dire qu'on va parler des choses qui fonctionnent. Parce que l'industrie, c'est aussi des histoires aujourd'hui de résistance, de résilience, et c'est ce qu'on met en musique au quotidien à la French Fab. Je vous invite dès le 22 novembre à vous connecter sur la chaîne M6, où on va lancer une émission qui s'appelle Made in France, Génération Industrie, et vous allez voir le Top Chef de l'industrie, des jeunes, 3 garçons, 3 filles, des alternants, donc sous le même modèle que Top Chef. Donc on va faire aimer l'industrie. Je vous laisse la parole, sinon je vais être trop long, mais en tout cas je suis ravi de cette première audience qui ouvre cette scène, ce cercle de la French Fab, et je vous souhaite une excellente journée. On a pas mal de temps fort industrie. Entre nous, le big, c'est l'industrie. Merci beaucoup. Je vais déjà inviter à ceux qui sont devant là de se rapprocher un petit peu parce que en fait derrière ils n'arrivent pas à rentrer. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous m'entendez bien là? C'est tout bon? On va se faire passer le micro. Et effectivement, il y a une petite différence. Donc moi, je me présente, je ne vais pas parler beaucoup parce que c'est surtout Alexandre et Sylvie qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Moi, je préside l'association des Influstriels, qui est un collectif d'individus qui prend la parole sur les sujets qui sont liés à l'industrie et notamment à son attractivité. Sylvie était là d'ailleurs au lancement de ce collectif, à la naissance. Je crois même que le nom vient en partie d'elle. L'objectif, c'est vraiment de faire plus parler d'industrie et notamment dans la sphère digitale sur les médias sociaux. Montrer que l'industrie est forte, elle est résiliente, elle est belle, il s'y passe plein de choses. Il y a aussi plein de choses à améliorer comme à peu près partout. Et donc aujourd'hui, on a 2 beaux exemples de belles histoires industrielles et de rebonds. Sylvie, je vais peut-être te laisser te présenter pour commencer. Alors Sylvie Guinard, bonjour à tous. Donc je suis présidente de la société Timonier. Est-ce que vous arrivez à entendre là-bas derrière avec ce micro? Oui.
Timonier, c'est une société qui conçoit et fabrique des machines d'emballage souple pour emballer des produits sensibles. Donc des produits qu'on va s'injecter, type poche de perfusion, filtre à sang, des produits qu'on va ingérer, type tous les sachets souples qui tiennent debout, sachets Doipac dans lesquels on trouve le sucre, pâte à gâteau, compote, crème, tous les berlingots de javel adoucissant, toutes les éco-recharges et des machines qui vont permettre à nos clients de pouvoir fabriquer leurs produits avec du souple, que ce soit des orthèses médicales, des radeaux de survie, des protèges cahiers, enfin tout plein de choses. Donc nos deux métiers sont la soudure des matériaux souples et le remplissage de liquide. On exporte 85% de notre chiffre d'affaires. Et moi, j'ai une entreprise qui a aujourd'hui à peu près 90 collaborateurs et on est basé au nord de Lyon. Merci beaucoup. Alexandre, your turn. Même exercice. Bonjour à tous, donc Alexandre Lacour, je suis président d'une société qui s'appelle Sommeflux. Notre métier, c'est de fabriquer des machines tournantes, donc ce qu'on appelle des pompes. Et le principe, c'est de transférer des liquides dans l'industrie. Alors ces machines-là, on va les retrouver typiquement dans le traitement des eaux, dans le lavage de gaz, dans des procédés autour de la chimie, de l'hydrométallurgie. Donc ce sont des machines qui servent finalement à fabriquer au quotidien beaucoup de nos produits dans différents usages, mais que l'on voit très peu. Entreprise familiale, 3e génération, que je dirige du coup avec mon frère. On est 75 personnes, on fait 80% de notre chiffre d'affaires en France, 20% à l'international. Et en gros, 98% de nos achats sont réalisés en France. On a 1% de nos achats qui sont en Europe et 1% à l'international, du coup dans le reste du monde. Donc on est aussi une entreprise du coup qui est très tournée vers du coup le français et donc on porte aussi beaucoup cette valeur du Made in France. Et alors, deuxième point commun pour compléter, du coup, entreprise familiale aussi, parce que Timonier a à peu près 200 ans d'âge. Et je suis la 5e génération, moi, de la famille actuelle. Et de la même façon, j'ai 94% de mes achats sur un rayon de 50 km autour de chez moi. Et du coup, si on commence à parler de rebond, de résilience, vous avez deux stratégies qui sont un petit peu différentes. Toi, 85% à l'export. Dans notre monde légèrement chahuté en ce moment, que ce soit dans le contexte franco-français et surtout dans le contexte international, comment on fait pour faire face à tout ce qui se passe au niveau géopolitique, économique, etc. et réussir à survivre, à rebondir? Alors nous, l'international fait clairement partie de notre résilience, hein, c'est-à-dire qu'on a la chance, la plupart du temps, sauf quand on est en pleine élection avec Trump, mais hormis ces petits passages-là, on a la capacité de pouvoir agir sur différentes zones du monde. Donc aujourd'hui, on est à peu près répartis sur chacun des continents. Et souvent, quand il y a une zone qui, en termes de géopolitique, fonctionne un peu moins bien, il y en a une autre qui fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Donc nous, ce marché international nous offre l'opportunité de pouvoir croître en fonction des années. Je rappelle, on est vraiment sur de la machine spéciale. Donc nous, c'est un one-shot. Un client, il vient passer une commande et après, il n'a plus de commande pendant 15 ans, quoi. Donc dès qu'on a vendu, on va chercher un autre client, un autre marché, voire un autre pays. Voilà, donc ça nous oblige à être très agile, en permanence se remettre en cause. Et c'est vrai que d'avoir un terrain de jeu mondial, forcément, ça nous offre plus d'opportunités que juste le terrain de jeu en France. Oui, ce dont tu nous parlais aussi, c'était la stratégie de diversification, mine de rien, qui permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et... La résilience fait partie de ça, en fait, hein. Soit on vient vraiment optimiser sa performance, mais ça nous rend fragile. Soit on vient travailler sa robustesse. Alors on est peut-être un petit peu moins performant parce qu'on est amené à attaquer plusieurs marchés, en ce qui nous concerne la pharma, l'agro, l'industrie ou la détergence en même temps, et plusieurs zones géographiques en même temps. Donc on peut être un des leaders, mais on ne peut pas être le leader dans chacun de ces marchés, surtout avec notre taille. Donc mais par contre, ça nous permet, nous, de pouvoir rebondir en fonction des uns et des autres, en fonction des cycles de ces différents marchés et des situations géopolitiques. Donc c'est vrai que nous, ça contribue, cette résilience est vraiment liée à la robustesse de l'entreprise. Donc on est peut-être un petit peu moins performant que nous, mais 200 ans après, on est toujours là. Voilà. Bravo pour ça. Toi, Alexandre, vous avez fait un choix qui est différent, là, avec un ancrage qui se renforce encore en France. Si tu peux nous en dire un mot, parce que c'est... faut avoir... je vais être vulgaire, donc je ne vais pas le dire, mais il faut en avoir pour le faire. Donc, si tu peux nous expliquer un peu là, vos principales actualités. Oui, alors, entreprise historiquement basée en France, portée par l'industrie française, il est clair que quand il y a moins de projets, moins d'investissements, moins d'usines, typiquement il y a moins de machines. Donc forcément, on essaie de développer de nouveaux produits ou d'aller sur des marchés sur lesquels typiquement nous n'étions pas. Donc nous nous sommes notamment rapprochés d'une entreprise qui s'appelle la société Chabot en Vendée qui fabrique des pompes à hélice. Donc là on est passé des pompes centrifuges aux pompes à hélice.
on va dire que ce sont des pompes, mais les technologies sont un peu différentes et ça reste en fait dans un marché de niche, donc du coup des machines spéciales, ce qui fait qu'on a pu accompagner les équipes commerciales et les équipes techniques sur du coup une diversification qui nous amène sur d'autres marchés. Donc là, c'est plutôt des marchés notamment pisciculture, aquaculture, irrigation, drainage, inondation, donc des sujets en tout cas qui font sens. Et je pense que l'autre sujet, c'est qu'on a pris la décision il y a quelques années, on était basé à Bagnolet dans le 93, on avait quelques difficultés notamment d'accessibilité sur le site pour fabriquer notamment des grosses machines, pour ramener du coup les poids lourds et manipuler dans les rues proches de Paris. On a eu la complexité de dire à un moment c'est plus possible pour l'avenir, donc on a décidé de construire un nouveau site qui est basé à Courtry du côté de Chelles. Et dans cette démarche-là, on a souhaité en tout cas construire un site qui du coup portait des ambitions carbone du coup très faibles. Donc on a été accompagné par un constructeur qui s'appelle Locroix et on a du coup développé une usine dite en tout cas bas carbone avec du coup de l'acier de réemploi. Donc pas de l'acier bas carbone, c'est de l'acier qui a été utilisé notamment dans la réfection de la Samaritaine et donc du coup des aciers qui ont été réemployés par le constructeur et du coup l'usine a été construite avec du coup cet acier-là. Alors ça a permis d'économiser plus de 500 kg équivalent carbone, 500 tonnes équivalent carbone du coup de CO2. Et puis dans ce site-là, on a été plus loin en se disant qu'est-ce qu'on fait de l'eau, qu'est-ce qu'on fait du coup de nos usages électriques, donc sujet photovoltaïque, comment on utilise l'énergie, avec un objectif qui est plutôt de se dire si on inclut un sujet de résilience, dans la résilience, on a en fait tous ces sujets de gestion des ressources. Donc on a voulu profiter de cette usine pour se dire essayons de prendre des contraintes que l'on n'a peut-être pas immédiatement, mais qu'on aura peut-être demain, et puis de se dire finalement c'est une manière en même temps de s'éduquer. Nous, chefs d'entreprise, mais en même temps, du coup, l'ensemble des collaborateurs, à se dire peut-être que des sujets de résilience, on peut en créer en se mettant certaines contraintes, mais tout en essayant de rester compétitif. Oui, parce que ce que j'allais dire, des contraintes, on en a déjà pas mal en ce moment. Toi, tu t'en rajoutes. Comment les gens font on te prend un peu pour un fou? Non, il y a écrit défi et rebond. Donc en fait, on avait un défi, c'était de se dire, est-ce que c'est faisable? On a trouvé un partenaire, du coup, qui s'est engagé, on l'a fait. Le rebond, alors est-ce que dans 10 ans ou dans 15 ans, on considérera qu'une usine de ce type-là, alors qui coûte plus cher, qui économiquement, pour l'instant, rapporte pas forcément, d'un point de vue purement économique, on n'aurait pas fait ces choix-là, mais on se dit que peut-être, en tout cas demain, ça nous permettra d'être positionné sur finalement une image et un marché qui du coup est cohérent par rapport aux enjeux que l'on connaît aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment cette vision long terme qui te drive et ce pari sur l'avenir avec quand même quelques insights qui te font dire que normalement c'est un pari qui devrait être payant à un moment donné. Sylvie, justement, par rapport à la vision long terme en tant qu'entreprise familiale, c'est aussi quelque chose qui permet de rebondir, en tout cas d'être plus fort face à ce contexte un peu d'incertitude? Alors je pense qu'effectivement, le fait d'être connoté entreprise familiale fait qu'on est garant d'une histoire que l'on porte qui est ancienne, mais aussi on est garant du futur. Et alors, je pense qu'Alexandre partage ça, mais on a une vraie volonté de se dire qu'on sera en capacité de transmettre quelque chose qui est au moins aussi bien, si ce n'est mieux, que ce qu'on a récupéré. Et ça, forcément, ça influence notre stratégie. Parce qu'on va faire des investissements qui vont être sur du long terme, là où un certain nombre d'entreprises sont contraints par des fonds, par des actionnaires qui vont chercher un rendement économique très rapide et qui, du coup, vont porter des choix stratégiques complètement différents. Je dirais, moi, j'ai la chance... Bon, en plus, en étant principal actionnaire, j'ai la chance de pouvoir porter ma stratégie, y compris en termes actionnarial, mais de pouvoir me dire, les projets que je construis, je me laisse le temps de les construire, parce que peut-être, pour rebondir un peu, peut-être que c'est peut-être pas rentable tout de suite, et en particulier, je dis pas rentable tout de suite, c'est que les deux pieds de timonier, c'est l'international dont j'ai déjà parlé, et c'est l'innovation. Et qui dit innovation, dit qu'il va falloir essayer un certain nombre de choses, dont un certain nombre qui ne va pas fonctionner, pour arriver à trouver les pépites qui vont arriver à nous transformer, qui vont arriver à nous créer le marché de demain. Moi, aujourd'hui, mon marché, il est à l'international. Donc mes concurrents, ils ne sont pas français. Je ne suis pas en France, non pas parce que je suis mauvaise en France, c'est parce que le marché, malheureusement, l'outil de production est malheureusement pas assez français. Mais du coup, mes concurrents ne sont pas français, ils n'ont pas les structures de coûts et les contraintes que moi j'ai. Donc si demain, je me bats sur les coûts, je suis morte. Donc ça veut dire que je propose autre chose aujourd'hui à mes clients. Et dans cette autre chose, il y a l'innovation, il y a la capacité à pouvoir s'adapter, la capacité à pouvoir offrir au client la machine qui va être le plus adaptée à son process et qui va lui permettre à la fois de mieux se rentabiliser très rapidement et à la fois de pouvoir suivre ses évolutions à lui. Donc une machine qui va être en capacité d'évoluer en permanence. Et donc ça veut dire beaucoup d'innovation que je vais venir apporter dans mes machines
Et donc là, ça veut dire on va faire des essais, un certain nombre, des allers, des retours. Et donc ça, ce sont des investissements, mais ce sont des projets que moi, je peux porter parce que si certains projets ne fonctionnent pas, quelque part, c'est pas grave parce que je sais qu'au milieu de cette masse de projets, il y a l'avenir de ma société qui est en train de se créer. Voilà, donc ça crée à la fois des stratégies, mais un ADN différent. Ça crée une manière de percevoir son entreprise. Et je pense, quelque part, dans la résilience, on vient écrire une feuille de route et on s'autorise à se dire que la feuille de route est peut-être pas aussi linéaire que certains business plans sur 3 ou 5 ans qu'écrivent certains. Voilà. Ouais, effectivement, je le vois chez mes clients, parce que j'ai un cabinet marketing spécialisé dans l'industrie par ailleurs, où sortir de cette logique de simple, entre guillemets, fournisseur, sous-traitant, pour miser sur l'innovation, pour miser sur le service, dont je vais te faire parler juste après. Et dans nos discussions avec les industriels, c'est un petit peu ça aussi, c'est montrer que l'industrie, c'est pas que produire, même si c'est noble de produire, il faut valoriser évidemment cette partie-là, mais c'est aussi tout ce qui va avec, cette capacité à prendre des risques, cette capacité à regarder demain et à innover, et justement cette capacité à servir, et ça, je pense que tu peux nous en parler, Alexandre, sur la transformation un peu de votre business model. Oui, alors ça fait partie des enjeux que l'on a. Quand on fabrique un produit, on fabrique une machine, le modèle économique, c'est la machine est fabriquée. Potentiellement, il y a des pièces de rechange, si du coup il y a des problèmes sur la machine, en fait, ça s'arrête là. Et là, on a toujours ce sujet entre l'industrie et le service. Et du coup, dans la partie service, ça amène en fait beaucoup d'évolutions potentielles si on est fabricant. Mais du coup, ça nous met aussi sur un chemin qui est un peu nouveau. On parle de digitalisation, on parle d'IoT, on parle d'IA, et on parle aussi d'accompagnement humain. C'est-à-dire que la machine, c'est une chose, mais la machine, en fonction de comment elle est utilisée, du coup, il y a de l'expérience, il y a du savoir-faire. Ça veut dire qu'on doit aussi accompagner typiquement à la fois nos collaborateurs, mais à la fois potentiellement nos clients, sur un enjeu clé qui est en fait celui qu'on a tous, l'efficacité énergétique, les enjeux carbone, la réduction du coût d'exploitation des machines. Et en fait, toute cette démarche-là qui devient servicielle dans une PME nécessite en fait des compétences, des savoir-faire qui sont du coup nouvelles. Alors au fur et à mesure, on essaye, ça fonctionne pas, on apprend, on a de nouveaux défis, on peut rebondir, on peut utiliser tous les termes que l'on veut, mais en tout cas la vérité c'est qu'on ne sait pas exactement où est-ce que l'on va, et dans la chaîne de valeur, il y a beaucoup de changements avec la technologie aujourd'hui qui arrive, et clairement un des enjeux c'est de se dire décorréler la fabrication du service quand on est dans l'industrie, c'est quelque chose en tout cas qui peut être à mon sens très compliqué, puisque si on ne se base que sur un produit qui est fabriqué en France avec les contraintes que l'on souhaite en tout cas avoir au niveau du projet européen, un enjeu de compétitivité peut être extrêmement compliqué. Donc oui, on commence à travailler sur des sujets qui sont plutôt serviciels, mais toujours basés sur le métier en fait que l'on fait. Oui, bien sûr. Souvent, j'ai autour de moi des personnes qui disent « Waouh, mais on fait face à des enjeux qui sont tellement grands, des bouleversements qui sont tellement importants qu'en fait, on n'arrivera jamais à se positionner et tout faire en même temps, c'est pas possible. » Alors, je vais juste vous aider à vous repositionner un tout petit peu. D'accord ? Un peu dans le temps. Et donc, Timonier, avec 200 ans d'âge, on a connu beaucoup de choses, beaucoup de transformations. À l'origine, Barthélemy Timonier, c'est l'inventeur de la machine à coudre. Donc, on a fait de la machine à coudre pendant un siècle, on ne fait plus du tout ça. On a vécu les deux guerres. Je vous laisse imaginer en temps de guerre. À l'époque, c'était les hommes qui travaillaient en entreprise, donc tous les hommes sont appelés à la guerre. Donc du jour au lendemain, l'entreprise perd tous ses ouvriers, tous ses cadres, tout son encadrement. Donc à l'époque, c'est mon arrière-grand-mère, puis ma grand-mère, mon arrière-arrière, puis ma arrière-grand-mère qui reprennent les rênes. Et en fait, elle perd ses ouvriers, elle perd son marché, parce qu'à l'époque, c'était la machine à coudre. Par temps de guerre, c'est pas le premier truc qu'on achète. Elle perd aussi tous ses fournisseurs parce qu'ils sont réquisitionnés pour aller faire autre chose que de la fonderie de machines à coudre. Et donc, du jour au lendemain, il faut tout réinventer pour se dire qu'à la fin de la guerre, il y aura peut-être encore quelque chose. Et que le temps de la guerre, on va faire venir les conjointes, les femmes qui travaillaient très peu à l'époque. Donc, elles arrivent avec leur capacité manuelle et intellectuelle de métier qu'elles n'avaient pas forcément, et se dire on va essayer par temps de guerre de s'inventer un métier pour ramener de l'argent pour faire vivre la famille par temps de guerre. Et je me dis, nos aïeuls ont réussi à faire ça. Je me dis, mine de rien, si aujourd'hui la marche, elle est peut-être un peu compliquée, elle est un peu haute, je ne suis pas sûre qu'elle soit plus importante que celle-là. Donc, messieurs, mesdames, relevez vos manches, je suis sûre qu'on est capable de le faire. Voilà. Et maintenant, on se sent tout merdeux. Merci Sylvie.
Pour le coup, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Et effectivement, dans ces contextes de crise, on peut avoir tendance à un repli sur soi. Alors que mine de rien, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est peut-être là qu'on se révèle le plus. Dire en fait, j'ai pas le choix là. Va falloir se sortir les. Là, je trouve qu'on vit un moment qui, pour moi, je trouve absolument génial. C'est que ça évolue tellement vite autour de nous qu'on n'est plus en capacité, nous, dans nos boîtes, de maîtriser les savoir-faire dont on a besoin en totalité. Ça veut dire qu'on est obligé de s'appuyer les uns sur les autres. On est obligé d'aller co-créer des choses avec des partenaires, avec des confrères. Avant, les confrères, c'était un concurrent. Hein, ils venaient nous piquer des marchés. Aujourd'hui, on est amené à répondre à des appels d'offres ensemble parce que les uns et les autres, on a déjà développé des choses et on se dit que c'est quand même vachement plus malin d'aller utiliser ce qui a déjà été développé plutôt que redévelopper quelque chose qui a déjà été développé et ça nous fait perdre du temps pour pouvoir faire autre chose. Donc aujourd'hui, allons utiliser l'intelligence collective. Bon, alors moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais je sais que ça résonne chez certains. Allons chasser en meute parce qu'on est bien les seuls imbéciles français à ne pas le faire. Tous les autres pays le font. Ce qui est important, c'est de se dire, appuyons-nous sur les forces des uns et des autres pour se dire que 1 + 1, ça fait 3 et non pas que ça se fait 1 contre 1 qui fait 0, quoi. Voilà. Tu m'as spoilé le 4e point, le collectif. Non, mais c'est pas grave. Et effectivement, je pense qu'il y a toute la notion de collectif et de compétition dont tu parles. Non, c'est pas spoilé du tout. Parce que dans le collectif, moi j'ai juste parlé de la partie industrielle. Mais autour de vous, des collectifs, il y en a plein qui se créent. Alors effectivement, clairement, en French Fab, premier, hein, vous êtes dedans. Mais des collectifs, vous allez en avoir plein à travers aussi bien les réseaux d'apprentissage comme la PM, des réseaux d'entrepreneurs que vous allez retrouver à travers les syndicats professionnels ou les syndicats patronaux, à travers les rassemblements d'industriels tels qu'on les a ici, à travers les rassemblements que vous pouvez faire au niveau de vos régions, à la jonction que vous pouvez avoir entre tous les centres techniques qui peuvent vous accompagner sur de l'innovation, vos chambres de commerce, enfin des réseaux aujourd'hui, on en a plein. N'hésitez pas, vous, à vous mettre dedans et à mettre vos collaborateurs dedans. Moi, aujourd'hui, la force que j'ai en termes d'innovation, c'est qu'on innove à 90. L'innovation, elle ne vient pas de moi ou d'une petite équipe de 2-3 personnes. L'innovation, elle vient au contact de tous ceux qui sont en contact avec l'extérieur, soit à travers les formations, soit à travers la veille, soit directement à travers les clients, donc à travers les fournisseurs. Donc, osez vous appuyer sur l'intelligence collective. Et je laisse la parole à Alexandre. Oui, c'est ce que je voulais. Il y a toute la partie externe, il y a effectivement toute la partie interne et les collaborateurs. Et j'imagine que toi, tes collaborateurs, ils te suivent aussi dans un projet qui attend plus lointain. On est dans un lieu où on doit dire la vérité. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est que par moment, on va prendre des décisions pour lesquelles on se dit on va aller par là. Et je le sens comme ça. Et en général, au moment où on se dit on va par là, et la réalité opérationnelle de tous les jours, quand on arrive du coup sur l'activité, on se dit oulala, il y a un petit décalage là. Donc moi, j'ai souvent les équipes des fois qui me disent tu vois, il y a un élastique. Et là, l'élastique, il est tendu là-bas. Et du coup, il faut que tu reviennes juste avant que l'élastique, en fait, il parte. Donc, il y a aussi une réalité à un moment qui est pas évidente à vivre pour les équipes. C'est-à-dire que finalement, il y a ce sujet qui est de dire on peut donner un cap, on peut essayer de s'engager pour y aller et mettre tout en œuvre. Mais il y a une réalité économique de tous les jours que l'entreprise, elle doit vivre d'une manière générale. Et donc, c'est vrai que l'équilibre n'est pas toujours évident. Après, moi, j'avoue que j'ai pris aussi un parti, c'est de miser sur les générations d'après. Parce que du coup, je me dis que il y a notre génération, c'est un sujet, on œuvre en fait dedans. Par contre, la génération de mes enfants, typiquement, et nous, on essaie de s'engager en tout cas davantage dessus. On se dit qu'il y a en tout cas des valeurs ou des inputs sur ce qui se passe réellement aujourd'hui dans le monde, qu'il est important d'avoir et que peut-être, en tout cas, je n'ai pas eu plus jeune. Ce qui fait que intervenir dans les écoles, et ça fait partie notamment des sujets côté French Fab, éventuellement contribuer à la création d'écoles sur lesquelles on va partager nos métiers, ouvrir du coup nos usines pour expliquer ce que l'on fait et dire ce qui est vrai dans l'industrie, c'est que il y a beaucoup de métiers, tous les métiers ne sont pas simples. Par contre, à partir du moment où on a envie d'apprendre et qu'on a envie de faire évoluer le métier dans lequel on est, moi je suis assez convaincu qu'il y a un sujet qui est une révolution de chacun dans son métier. Alors la technologie peut amener beaucoup de choses, mais chacun peut être acteur finalement d'un métier qui créera demain. Et en effet, il y a des métiers que l'on ne connaît pas et sur lesquels on ne peut pas avoir en tout cas l'expertise aujourd'hui, parce que de toute façon, on ne sait pas, même demain, si on fait du service, si on construit une machine, si on utilise un jumeau numérique, en fait, il y a plein d'éléments sur lesquels aujourd'hui, rien n'est vraiment clair. Il y a un cap. Voilà. Après, il faut accepter d'apprendre. Donc apprendre à apprendre, c'est innover. Et du coup, je pense que c'est un des sujets, en tout cas, phares pour moi sur la démarche. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on est censé prendre des questions. On prend des questions, non ?
Est-ce que quelqu'un a une question? À moins que vous aviez aussi un dernier élément à ajouter, l'un ou l'autre. Mais Pendant que la question arrive, juste pour vous signaler, pour rebondir sur ce qu'a dit Alexandre, allez derrière, là j'ai vu qu'il y avait un stand, on va dire, de 100 000 entrepreneurs. C'est exactement ce qu'ils font. Ils mettent en relation les entrepreneurs que nous sommes. Donc on s'inscrit sur la liste et les écoles et les professeurs qui souhaiteraient avoir des professionnels qui interviennent dans les classes viennent directement nous envoyer toutes les semaines la liste autour de chez nous, nos centres d'intérêt, de toutes les écoles qui ont demandé des interventions. Donc allez en parler avec eux. Oui, il y a une question là. oui. Il ne marchait pas très bien. Ah, d'accord. Alors bonjour à tous, moi je suis Manuela, je viens du Cameroun, industriel. Moi je transforme des épices et j'ai des restaurants, voilà. Je suis ravie d'écouter Sylvie, je suis ravie de voir des femmes aussi fortes, hein. Moi je suis une féministe à fond. Alors Sylvie, j'ai une question pour vous. Vous avez parlé d'internalisation. Est-ce que vous avez des franchises dans différents pays? Comment ça se passe? Est-ce que vous vendez à partir de la France? Est-ce que vous expédiez juste? Est-ce que vous faites de l'export? Ou est-ce que vous faites des franchises? Okay. Alors nous on fait de la machine spéciale et ça veut dire que la machine va être unique. Et donc moi les compétences elles sont dans l'usine. Donc je fabrique tout depuis le site que j'ai au nord de Lyon. Et on exporte, je vous disais 15% en France, 5% en Europe et 80% en dehors de l'Europe, donc dans tous les pays, y compris pays africains. Et les machines vont rejoindre le site du client. Mes techniciens après-vente vont accompagner les machines pour aider le client à la mettre en route, à savoir l'utiliser, à savoir en faire la maintenance de premier niveau, de manière à ce qu'il soit complètement autonome. Parce que nous, on a pris le pari depuis très 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 longtemps de se dire qu'on faisait de la non-obsolescence programmée, parce que les machines vont être loin. Et on se situe aujourd'hui en termes de prix sur une fourchette un peu haute, parce qu'on vient vendre de la qualité, on vient vendre d'un produit qui va être fiable et récurrent dans le temps. Et ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il ne se dégrade dans le temps parce que la maintenance n'est pas faite, ou parce que des pièces viennent se dégrader ou autre. Donc on a fait le choix de se couper une partie de pièces détachées ou de services parce qu'on ne ferait pas, pour avoir des machines qui restent au top. Et là, l'autre jour, j'ai un de mes collaborateurs qui est allé en Algérie faire le tour un peu des laiteries et qui est revenu en disant « Waouh, Sylvie, tu sais comment est-ce qu'il parle des machines ?» Alors je dis « Bah non ». Il me dit « Comme de la Rolex des machines d'emballage ». Je fais « Waouh, c'est chouette qu'un client en parle comme ça ». Mais je lui dis « Maintenant, mon gars, faut assurer ». Voilà, il faut garder... mais effectivement, l'éco-conception et la non-obsolescence programmée, ça fait vraiment partie de notre ADN. Merci beaucoup. Bonjour, une question à tous les deux. Donc moi je suis Lucie, j'ai travaillé dans le conseil pendant des années et depuis ces 5 dernières années j'ai créé une société aussi et j'ai décidé de changer de vie et de reprendre une entreprise industrielle. Du coup vous êtes tombés tous les deux dedans quand vous étiez petits et aujourd'hui en fin de compte toute ma problématique dans ma recherche, donc je recherche depuis 6 mois, j'ai un peu ciblé un marché etc. Mais je me mets peut-être des œillères sur la techno. Il y a des trucs où je me dis non, tu peux pas aller dedans parce qu'il faut être issu de ce monde-là. Est-ce que vous qui êtes tombé dedans quand vous étiez petit, donc ok, mais est-ce que dans vos entourages ou autour de vous, vous voyez des repreneurs d'entreprises industrielles qui, en fin de compte, ne bossaient pas du tout là-dedans avant? Alors oui. Alors déjà, moi je suis pas du tout tombée dedans quand j'étais petite, parce que j'étais une femme, donc mon grand-père n'avait pas du tout pensé au fait que je puisse reprendre la boîte familiale, donc j'ai jamais été intéressée gamine à la boîte familiale. Donc ça, c'était déjà le premier truc. Après, je suis effectivement d'une formation technique quand même. Moi, c'était pour le spatial, mais c'est quand même une formation technique. Après, autour de moi, oui, j'ai un certain nombre de personnes, et en particulier de femmes, qui ont récupéré sur le pouce des entreprises, souvent de leur papa, parce que malheureusement, il leur a été arrivé un souci de santé. Et du jour au lendemain, elles se sont retrouvées projetées dans une entreprise dans laquelle elles ne travaillaient pas, pour laquelle elles n'avaient pas été formées. La plupart du temps, d'ailleurs, des entreprises techniques, puisque c'est vrai qu'autour de moi, j'ai souvent beaucoup d'entreprises techniques. Et elles arrivaient avec des bagages complètement différents. Des bagages dans le commercial, dans la finance, dans complètement autre chose. Et en fait, ce sont des chefs d'entreprise qui vont s'appuyer sur des hommes, sur des managers, qui avaient déjà accompagné souvent leur père et qui ont été en capacité d'aller apporter le complémentaire de ce qu'elles avaient. Et mine de rien, je dirais, c'est forcément un plus que de bien maîtriser, quand on est sur une entreprise techno, un bout de technologie pour comprendre ce qui se passe, parce que c'est quand même important. Mais ça n'est pas pour moi un prérequis nécessaire. Voilà. Je ne sais pas pour toi, Alexandre. Moi, l'entreprise familiale, c'est de la mécanique.
je suis ingénieur en informatique. Vous voyez le parallèle. Je pense qu'aujourd'hui, la technologie d'une manière générale, ou en tout cas le fonctionnement d'une entreprise est tellement complexe que le grand défi, c'est de trouver en fait les bons partenaires, collaborateurs pour s'entourer. Et de se dire qu'en tout cas, moi je raisonne comme ça, il y a un sujet que je veux garder, sur lequel je veux garder une expertise et dans lequel je vais consacrer du temps. Et en fait, il y a d'autres sujets sur lesquels je vais plutôt être en écoute, en me disant, mais de toute façon, oui, je dois comprendre, mais je ne saurais pas en tout cas faire. Donc j'ai plutôt la particularité d'être très engagé en tout cas sur les sujets, mais en étant lucide, c'est pas. Enfin, moi, j'imagine pas le grand-père qui a créé l'entreprise à l'époque, entre guillemets, seul quasiment, ou en tout cas avec des associés, mais en étant très engagé, en se disant ça existe encore de le faire tout seul. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Voilà. En tout cas, bravo et bon courage. Et moi, je dirais, faut rencontrer du monde. Pour moi, il n'y a que ça. Ah bah, vous avez raison. Je me demande le micro, je le rends. Juste pour finir, il y a une conférence à 11h20, je suis de la publicité, sur la reprise d'entreprises industrielles comme levier de transformation, avec justement des témoignages aussi de qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive dans une entreprise qu'on finalement on ne connaît pas du tout. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, la notion de collectif dont on parlait tout à l'heure est fondamentale, je pense, quand on reprend une boîte. Et d'un côté, et on le voit dans notre écosystème, chez les industriels, mais pas seulement, ça apporte de la fraîcheur. Et il y en a beaucoup qui aiment ça. Et voilà, faut pas se mettre de barrière. Pour le coup, faut y aller, enfoncer des portes. Et dans l'industrie, on aime bien enfoncer des portes. Il y a ce côté pragmatique, il y a ce côté franc du collier, que, bon, en tout cas, moi, je trouve. Donc, allez-y et bravo. Ouais. Est-ce qu'il nous reste... Bonjour, Charlotte Vial, j'accompagne les entreprises en difficulté. J'avais une petite question sur le rebond. Vous indiquiez tout à l'heure que vous étiez un peu chez vous actionnaire. Est-ce que pour rebondir, vous êtes déjà interrogé sur finalement accueillir d'autres personnes dans votre capital, ou est-ce que vous avez eu la possibilité de toujours rester seul chez vous, et est-ce que accueillir, ça aurait pu vous aider à rebondir autrement? Alors déjà, quand j'ai racheté, il y avait 14 actionnaires familiaux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout ramené, reconcentré, parce que c'était impilotable. Et avant que ça descende à ma génération, on aurait été plus de 50, c'était l'horreur. Et donc c'était une vraie volonté de pouvoir reconcentrer sur un actionnariat qui comprenne les enjeux d'aujourd'hui. Et par contre, pour moi, c'était juste inimaginable d'être toute seule. Donc dès le départ, moi, j'ai imaginé le scénario en ouvrant le capital à 2 autres associés. Sauf que moi, j'allais chercher des vrais associés, ce qui n'avait pas été le cas de mes associés familiaux. Et en l'occurrence, je les ai formés, l'un comme l'autre, à être des administrateurs d'entreprise. Et je leur ai dit, si l'aventure vous intéresse, vous faites comme moi, vous mettez de l'argent du foyer. Et auquel cas, dans ces cas-là, je vous embarque dans l'aventure quasiment dès le départ, et vous profitez de l'effet de levier, comme moi, sur cette transformation. Donc aujourd'hui, même s'ils sont minoritaires, on est 3 associés à diriger l'entreprise. Voilà. Alexandre, tu veux répondre à cette question? Alors nous sommes 4 associés, mon frère, mon père et du coup un ami qui du coup a eu la fonction plutôt de business angel pour nous aider dans le projet de construction de l'usine. C'est des questions qu'on se pose sur le fait d'ouvrir le capital. Le truc, c'est qu'ouvrir le capital, ça veut dire avoir des projets de développement qui sont bien identifiés. Et on parlait de résilience, on parle d'un monde qui est un peu complexe dans l'industrie. Aujourd'hui, on n'en a pas forcément besoin. Donc du coup, pour l'instant, on est plutôt en écoute dessus. Après, le sujet des entreprises en difficulté, nous, on a eu le cas d'une société qu'on a rachetée pour laquelle ça a été un peu compliqué parce que la gestion était complètement différente de ce qu'on avait l'habitude de faire dans l'entreprise familiale. Et du coup, on passe en fait d'un mode de fonctionnement dans une entreprise à un autre mode de fonctionnement sur lequel on se dit, mais en fait, je ne sais pas comment fonctionne une entreprise. Même si en ayant une et en ayant un fonctionnement d'un côté, pour l'autre, ça a été la découverte des découvertes, des huissiers, des sujets sur lesquels on se dit waouh, je ne voyais pas ça comme ça. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais oui, en effet, du coup, il y a les boîtes ne sont pas les mêmes, les histoires ne sont pas les mêmes, et du coup, je pense que l'accompagnement que l'on veut faire au niveau capitalistique, au niveau associé, dépend beaucoup du projet de l'entreprise. Et voilà, c'est les questions qu'on se pose, mais on n'a pas forcément été encore plus loin.
Mais après, au-delà juste de l'actionnariat, n'hésitez pas à vous appuyer au sein de vos conseils d'administration sur des administrateurs indépendants. Hein. Donc, je parlais du réseau, ça peut aussi en faire partie. Mais voilà, des personnes qui sont complètement extérieures, qui n'ont aucune velléité à aller rechercher un rendement pour soi à titre perso, mais qui viennent accompagner une stratégie. Et typiquement, nous, on a un administrateur indépendant pour nous accompagner aussi en dehors de nos actionnaires. Je suis obligée de laisser le micro. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup Alexandre, merci à tous. Et la prochaine conférence, c'est les bonnes pratiques pour développer sa start-up industrielle, si je dis pas de bêtises. Voilà. Belle journée.